Colloque international, quel avenir pour le Yémen et ses relations avec l'Union européenne? Depuis le mois de mars 2015, le Yémen subit sur tout son territoire une guerre effroyable qui ne dit pas son nom. C'est la pire catastrophe humanitaire actuelle. Les effets dévastateurs de bombardements de grande ampleur et d'un embargo économique et stratégique intense a créé un rationnement en nourriture, médicaments et biens de première nécessité pour plus de 14 millions de Yéménites en risque de famine et d'épidémie. En fait, ni les denrées alimentaires, ni les médicaments ne peuvent plus être acheminés, les routes et les ponts sont détruits, l'aéroport principal de Sanaa ainsi que les infrastructures portuaires de Hodeïda, principal port d'entrée des marchandises dans le pays sur la mer Rouge, sont hors service. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite et ralliant des pays arabes sont responsables de cette guerre. Par ailleurs, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fourni à la coalition un soutien essentiel en termes de renseignement et de logistique. Source Amnesty International, alimentant ce conflit. L'Académie de géopolitique de Paris, fidèle à sa vocation d'animer librement des débats aux thématiques inédites et originales, organise son prochain colloque international de son cycle annuel d'analyse géopolitique du monde contemporain au titre « Quel avenir pour le Yémen ?» Cette conférence permet de lever le voile sur un conflit oublié et d'apporter un éclairage différent sur les événements en cours d'une extrême gravité ayant provoqué de très nombreuses victimes. Les travaux des meilleurs spécialistes, universitaires, personnalités, militaires, diplomates, journalistes, ont été sollicités. Ils ont pu fournir leur analyse sur les dynamiques politiques et géopolitiques de la péninsule arabique. L'Union européenne est encore relativement peu présente au Yémen et dans la région. Or, les enjeux politiques, sécuritaires et surtout humanitaires sont extrêmement importants, comme en témoigne la récente mise en place d'une commission d'enquête pour le Yémen sous l'égide des Nations Unies. Ce colloque a été l'occasion d'aborder le rôle qui peut être celui de l'Union européenne dans la médiation en vue d'une résolution du conflit et dans la gestion des aspects humanitaires. À plus long terme, il s'agira pour l'Union européenne d'entreprendre des actions en faveur du développement ainsi que de renforcer les liens politiques et économiques. Parler du Yémen est nécessaire aujourd'hui car c'est une guerre oubliée. C'est une guerre oubliée, mais c'est aussi une guerre qui montre toutes les interférences au Proche et au Moyen-Orient et je dirais tous les coups tordus. Donc je pense que nous aurons un débat intéressant pour démontrer que la meilleure solution pour que le Yémen retrouve non seulement son unité et sa souveraineté, c'est qu'on leur foute la paix et qu'il y a un peu moins d'interférences et d'interventions étrangères. Déjà ça, ce serait un grand pas vers la solution. So I want to thank you for organizing this very important event. The situation in Yemen is really a stain on our generation. It is something that should not go unanswered, even if the suffering is extraordinary, especially as the suffering is extraordinary, and even as answers are not easy. I think that is perhaps one reason why it's more comfortable for many not to address the situation in Yemen, because there are no easy solutions, and we are very much aware of that. But it cannot be accepted that the world turns a blind eye to cholera being back on the scale that it is, children dying of malnutrition, an extraordinary humanitarian catastrophe, which is man-made. And so I'm happy that this Parliament has continued to ask attention for the situation in Yemen, but also has urged for the EU to finally develop an EU strategy. And we've been quite clear. One, that we need an EU strategy, but also in 2 resolutions already, we have been very explicit about the need for an arms embargo in exporting arms to Saudi Arabia. I initiated this last year. We adopted it in majority then, and again a couple of weeks ago we reinforced this position. Now, this year, I had my second, then after the first report, we had a new resolution also on Yemen, where we managed to get in also that the Parliament pronounces itself in favor of an embargo against Saudi Arabia. Because we can do that, as the Council could decide upon that. It's more difficult to use the common position, especially when it comes to human rights.
because of the reasons I told you before. It depends on what you use the military equipment for. But anyway, when the country is in war somewhere, it's also forbidden to sell arms. But anyway, the countries, the member states, they are continuing to sell arms to Saudi Arabia. So what could the Council do? Yes, they could have an embargo against Saudi Arabia. And so this came into the resolution. It was a rather big work to get it into it, because not all of the party groups are in favor of it. But we got it in. Then we have remembered Mogherini several times about our wish for an arms embargo. We made I made my second report on the control of weapons export, and there we put it in again. And we got again the Parliament to stand behind the wish for a weapons embargo against Saudi Arabia. And now we follow it up. We are going to send a letter to Mogherini again, with several of the group's party leaders. So the ALDE group is in it, we are in it, the socialists are in, the left-wingers, they are in. We don't believe we will get the right-wing parties into that letter, but anyway, I believe we will be a majority in the Parliament, asking Mogherini to really start the work on a weapons embargo. Moi, personnellement, je vais être franc avec vous. Cette affaire du Yémen me blesse tous les jours. Je reçois des Yéménites, des emails, des tweets. Je reçois des Yéménites, des coups d'appel. On me dit tout le temps, s'il vous plaît, il n'y a personne qui parle de nous. Essayez de parler de nous. Et dernièrement, on a eu une femme qui a préféré suicider avec 2 filles parce qu'elle n'a pas de quoi manger et parce qu'elle ne veut pas tendre la main, demander à qui que ce soit de l'aide. On a bombardé une famille il y a un mois. On a laissé de cette famille une fillette de 6 ans qui s'appelle Boussaïna. Boussaïna a 6 ans, a un seul œil qui marche, qui fonctionne. Nous avons fait comme ça, et je fais comme ça pour Boussaïna, pour aider ce peuple, pour aider ce pays à sortir de la guerre dignement. Merci beaucoup. Hello, my name is Bushra Mutawakil. I'm from Yemen and I'm an artist. And I wanted to ask, we keep referring to the UN and the UN saying that it's one of the worst crises in the world, when in essence the United Nations is the one that signed off through a resolution and gave the green light for the coalition in the bombardment of Yemen. So I find that very contradictory. And is there some other body other than the UN that can help? Le droit international est ainsi construit aujourd'hui, et les résolutions des Nations Unies sont prises dans le cadre du chapitre 7. C'est-à-dire que normalement elles sont obligatoires, mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai le sentiment que ces résolutions sont vraiment unilatérales et que les vilains petits canards, c'était les outils, et qu'ils ont été montrés du doigt. Et que bien évidemment la coalition, notamment à travers la conférence de coopération du Golfe, qui est bancale, c'est-à-dire menée par l'Arabie Saoudite essentiellement et les Émirats, étaient les bons. Pourquoi? Parce que la communauté internationale qui n'existe pas, hein, comme dit Védrine, c'est un mot valise, ça n'existe pas la communauté internationale. Mais il y a eu un fait sur lequel je n'ai pas insisté, c'est-à-dire que pour les États, le régime légitime, c'est Hadi, c'est-à-dire le président qui a été déchu par les Houthis en 2014, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, à ce titre, le gouvernement légitime, c'est toujours celui qui s'est enfui et qui est à Riyad, qui était à Aden, etc. En réalité, c'est un peu trop simple, parce que ce qui s'est passé, c'est une rébellion interne, ce qui s'est passé contre justement le pouvoir central,
et que je crois qu'aujourd'hui, ce gouvernement légitime ne représente plus rien. Donc il faut véritablement, d'où les essais de la conférence internationale pour essayer de trouver une solution où il y avait, paraît-il, 600 délégués, et il faut que, à mon avis, que les États et l'ONU recalent les choses et dit qu'il faut premièrement arrêter les interventions multiples et variées, et puis surtout qu'on essaye de trouver une solution politique entre Yéminois ou Yéménistes. C'est ça la solution. Merci beaucoup, Mohamed Rajaï Barakat. Bonjour madame. D'ailleurs, ce matin et hier, nous étions avec madame à une autre conférence organisée par les autres. Et elle avait d'autres objectifs aussi. Hein. Et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez parlé de l'Europe et vous parlez de l'absence de l'Europe, du Moyen-Orient. Moi, je vous dis que l'Europe n'est pas absente, n'était pas absente du Moyen-Orient. Elle était concernée par un conflit israélo-palestinien. Et on sait, ma grand-mère disait, tout est à cause des Britanniques. Et ce qui s'est passé en Irak, l'Europe a suivi les États-Unis. Pour la destruction de la Libye, la France fait partie de l'Europe. Et on sait ce qui s'est passé en Libye. On le regrette, apparemment tout le monde dit que c'était quasi mistake. Donc avec des mistakes, des petits mistakes, on détruit des pays entièrement. Et on vient dire maintenant que l'Europe est absente pour nous dégager de la responsabilité en tant qu'Européens. Quand vous parlez d'Arabie Saoudite, moi ça me fait mal au cœur, même des pays du Golfe. Je les connais bien. Et il n'y a pas une seule Arabie Saoudite, il y a plusieurs Arabies Saoudites. Il y a l'Arabie Saoudite de la famille royale, du gouvernement, qui la plupart sont des gens honnêtes et bien, je dis la plupart. Il y a l'Arabie Saoudite des princes pro-lobby américains. Il y a l'Arabie Saoudite des intellectuels, parce qu'il y en a, et j'en ai fréquenté. Et il y a l'Arabie Saoudite des islamistes qu'on a laissé malheureusement pendant des années libres d'action et qui ont abouti à ce qu'on vit maintenant. Donc quand vous parlez de l'Arabie Saoudite, essayez d'être quand même méfiant. Vous parlez de qui en Arabie Saoudite? Et on voit bien les dissensions maintenant, ça aussi a un sens. Ce que je voulais dire à propos du Yémen, il n'y a pas l'Arabie Saoudite seule qui est responsable. Les armes qu'on utilise au Yémen sont des armes américaines ou européennes. Les destructions, il n'y a rien qui se fait au Yémen sans l'accord de pas mal de pays, notamment les États-Unis. Et le rôle pour les prises de décision politiques, le rôle des think tanks, des centres de recherche, des lobbies, souvent c'est américain et parfois c'est européen, dans les pays du Golfe. Donc je crois que tout le monde est responsable de ce qui se passe au Yémen. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison de souligner la diversité de l'Arabie Saoudite. Je connais par exemple l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Paris, c'est un homme top, très intelligent, etc. Je lui ai même dit, je vais vous livrer un petit secret privé, un jour nous déjeunions ensemble dans un restaurant, qu'il y avait une chose que devrait faire l'Arabie Saoudite, c'est de donner le permis de conduire aux femmes. Ça vient de se faire. Alors je ne sais pas si c'est grâce à moi. Soyons clairs. On a vu que ça a été une longue acculturation, comme on dit. Et donc ça me paraît important. Le problème est le suivant. Vous avez raison de dire qu'il y a des intellectuels, j'ai rencontré à Paris, des femmes ministres d'Arabie Saoudite qui ne feraient pas honte enfin qui sont à l'égal de toutes les Européennes et de toutes les Américaines. C'est vrai. Mais le problème, c'est que le commandement gouvernemental qui bombarde, ce n'est pas l'Arabie Saoudite que l'on connaît aussi par ailleurs. C'est un gouvernement qui s'est engagé. Alors sur les armes, il est exact, et je peux vous dire effectivement, que même Trump a changé d'avis quand le roi lui a passé la facture. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est aussi simple que ça, et que les Français ont vendu et vendent des armes à l'Arabie Saoudite. Mais en l'occurrence, les armes, il y en a de multiples dans cette région depuis des lustres. Depuis des lustres. Et donc, on est dans des régions où pour trouver une Kalachnikov et autres, ou un FAMAS français même, ou un M5, ou un AK
Dans l'ARCA, c'est Kalachnikov. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ça facilement. Moi, à Paris, je ne sais pas faire, mais je peux vous dire qu'il y en a qui savent. Bon. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, vous n'avez pas en Arabie Saoudite un monolithisme, ce n'est pas vrai. Ça va de l'intégrisme wahhabite, et puis avec la politique qui a pratiqué un certain nombre de grandes familles, qui a commencé avec Ben Laden, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Mais aujourd'hui, ce pays, pour moi, est fragile. Et il va se passer des choses en Arabie Saoudite, je ne sais pas quand, mais ça, à mon avis, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. أولاً من الجميل أن تستمع الحكام في السعودية لنصائح الأستاذ السفيرة في باريس ويسمحوا للمرأة أن تقود السيارة، وهذا شيء رائع، وبالتالي يستطيع هو أن ينصح الحكام في السعودية أيضاً بالوضع في اليمن مباشرة، يعني بدون العودة إلى المؤتمرات أو شيء جميل. عموماً السيد تحدث عن أنه الحوثيين قاموا بثورة واستولوا على الحكم. لا أدري هل هذا التعريف كيف نستطيع أن نعرف هذا الشيء، يعني هل هي ثورة أم انقلاب؟ لأن العالم يقول أنه انقلاب، مجموعة مسلحة حصلت على الحكم يعني ودرجوا من البلد بالقوة، وبالتالي لا أدري التعريف في الأمم المتحدة التعريفات، ولكن نحن يعني لا نبرر طرف على طرف. هناك مشكلة في اليمن، هناك أزمة، وبالتالي من الضروري العمل على إيجاد الحل الملائم لجميع الأطراف، ولكن أهم طرف هو الشعب اليمني الذي يعاني الآن من كل الأطراف حقيقة يعني لا. ولكن يعني نريد للقاءات أن تكون أكثر جدية وأكثر مصداقية بالتعامل مع الوسطية، الحلول الوسط، لا أن ننقل الصراعات من المنطقة في الخليج واليمن إلى أوروبا. الشيء الآخر المهم، اليمن 80% أكثر كما يعلم الأستاذ سيد أيضا أنه كما هو على دراية بعدد القبائل في اليمن، أيضا أكثر من 80% من اليمنيين سنة، وبالتالي هل يقبل 80% حكم الأقلية الشيعية؟ هذا هو. الشيء الآخر، لدينا الآن في اليمن لم تعد هناك فقط زيدية، هناك أيضا 12 موجودة وهي ما تتقارب مع نظام الحكم في مناطق أخرى. من حقهم أن يكون 12 زيدية سنية من أي، لكن عموما هناك أزمة حقيقية في اليمن. كيف، ما هي الحلول التي بالإمكان أن نتعامل معها لإيجاد حل ملائم؟ هذا هو ما نحتاجه في مثل هذه اللقاءات، لا أن ننقل الصراعات والأزمات والخلافات من منطقة إلى أخرى. شكرا جزيلا. C'est un conflit interne, mais le droit international, ils disent aucun pays n'a pas le droit d'intervenir militairement pour régler les affaires internes d'autres pays. En ce qui me concerne, Monsieur Mier, vous avez la parole. Alors, premièrement, sur les chiffres, 80% de sunnites, les experts nous disent que ce serait plutôt entre peut-être 70 ou 65%. Et comme je l'ai dit, les deux communautés sont idéologiquement, religieusement beaucoup plus proches qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a des mariages interreligieux, etc. L'origine du conflit est un conflit interne de montagnards qui sont dans le nord donc, du Yémen et qui se sont sentis délaissés par Saleh. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris, effectivement, c'est là où il y a eu un coup d'État, Hadi a pris le pouvoir, mais une grande partie de l'armée qui soutenait le président Saleh, qui était resté pratiquement 40 ans au pouvoir, a continué à le soutenir. Et quand les Houthis sont descendus et ont pris Sanaa, on a vu là une sorte de connivence à nouveau entre les Houthis et l'ancien régime Saleh, contre Hadi qui est dû aller à Aden et qui est parti ensuite en Arabie Saoudite. Donc on voit bien que le cœur du conflit, comme vient de le dire le président Ali, c'est un conflit interne, je dirais, entre, je ne sais pas si je peux le dire, entre la Catalogne et l'Espagne. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où il y a des tensions internes pour des raisons multiples, économiques, surtout économiques, que tout autre motif. Donc, et c'est à partir de ça là. Alors, il est vrai que l'Arabie Saoudite a toujours considéré que le Yémen, c'était son arrière-cour, comme on dit. C'est-à-dire que c'était
un État sur lequel elle avait quand même une certaine tutelle suzeraine parce que c'est à côté. Voilà. Mais, et que de ce côté-là, elle s'est toujours intéressée à ce qui se passait au Yémen. Ça ne justifie pas une intervention militaire. C'est tout. Voilà. Et donc, de ce côté-là, mais il ne faut jamais oublier que c'est d'abord un conflit interne. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez avoir une solution, il faut que les interventions étrangères, quelles qu'elles soient, cessent. Déjà ça, ce serait un grand problème, un grand progrès, et que les Yéménites se mettent d'accord entre eux. Je ne vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. Parce que parfois, ils y sont arrivés, hein, quand même. But Yemen under the second article of the United Nations, that means, you know, the United Nations now give the permission to Saudi Arabia and the other Emirates. So he said something else, you know. Le chapitre 7, It's already there, it's allowed by the United Nations, so that's it. Non, c'est l'ONU qui a effectivement pris ces résolutions sur la base du chapitre 7 et qui a véritablement, de ce côté-là, mis en place qui a montré que les Houthis étaient les mauvais, ça c'est clair, étaient les méchants. Voilà. So you have to stop the United Nations resolution, that's it. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Bière par rapport aux sunnites et aux chiites. Il y a quand même une question que je voudrais poser, je ne sais pas si c'est possible de me répondre, mais il y a quand même Oman dans tout ça qui a une position à peu près équilibrée entre les sunnites et les chiites et qui pourrait jouer un rôle très important dans la médiation. Je sais qu'ils ont déjà essayé, il y a déjà eu des réunions, 2 fois d'ailleurs je crois, et puis là tout d'un coup, depuis quelque temps on n'en entend plus parler. Donc, je veux savoir si quelqu'un avait des nouvelles, si je puis dire. Ils ne sont pas dans la coalition. Je veux parler. Ils ne sont pas dans la coalition. Ils sont pas dans la... Ouais, ça sera dans et mon donc intervention. peut-être qu'on pourrait, l'Union européenne pourrait pousser pour que Oman reprenne son rôle finalement, puisqu'il n'est pas question de choisir entre le clan sunnite ou le clan chiite. Même le président français est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, je vais parler de monde dans mon intervention. Bien, merci beaucoup. Mais en fait, les crises actuelles qui se trouvent au Moyen-Orient, ce n'est pas une crise entre chiites et sunnites. C'est une question entre, c'est-à-dire le leadership arabe, il a perdu sa tête. Le leadership arabe, à l'époque de Saddam Hussein, était l'Arabie Saoudite. Saddam Hussein a été écrasé par les Américains, et puis après, l'Irak a été occupé par les Américains, et puis l'Irak, le moment où il a été occupé par les Américains, il a perdu sa légitimité, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, il a perdu sa légitimité sur le leadership dans le monde arabe, puisque après Kadhafi est parti, on a eu des problèmes de la Syrie, on a eu des problèmes de, c'est-à-dire c'est pas un problème, la Tunisie. Dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite, par avant, était leader du monde arabe. L'Irak, la Syrie, et puis le Yémen, et le Liban, ça c'était déjà, ils sont sortis sur l'influence culturelle ou bien l'influence politique de l'Arabie Saoudite. Et dans cette situation-là, l'Iran était présent. Et la présence de l'Iran, c'était une présence géopolitique, géostratégique, qui faisait mal à l'Arabie Saoudite. Et cette rivalité qui se trouve aujourd'hui dans le Moyen-Orient, il existait même avant. Ce n'était pas question de la rivalité ou bien les conflits entre chiites et sunnites. Non. L'Arabie Saoudite ne voulait pas accepter qu'il y a un Iran puissant dans la région, et il faut accepter l'Iran fort dans la région. Sans l'Iran, il n'y a pas de paix dans la région. Et les Américains aussi, il faut comprendre. La situation, la paix dans la région, sans les Iraniens, ils ne pouvaient pas avoir une paix durable. Voilà. صراحة أنا وأعتقد الجميع متفاجئ بموقفكم مع اليمن وضد السعودية صراحة يعني موقفكم وما تعملونه من أجل منع بيع السلاح إلى السعودية أنا متفاجئ صراحة. لكن لا نجد الأثر
الذي في الواقع إطلاقا فقط لا يتعذرها. أيضا نريد فقط أن كلمة بسيطة أنه بلدانكم التي تحمي حقوق الحيوان تبع الأسلحة لبلدان تقتل الإنسان في بلد آخر، فلا أظن أن في ذلك عيب أن تحموا الحيوانات وفي نفس الوقت تعطون السلاح لناس يقتلون الإنسان. والنفط هناك بلدان كبيرة وكثيرة تستطيع أن تعطيكم النفط بدلا عن السعودية، المملكة العربية السعودية، هناك العراق وإيران وليبيا هي مفتوحة على أبواب الإخفاق. شكرا جزيلا. I totally agree that we do not need the oil from Saudi Arabia. I'm also from the Green Party, and I would like to get rid of all of the fossil fuels, all of them, really. But I think that when in the second report also, we also say it's not only Saudi Arabia. We talk about an embargo against all countries that are behaving in the way Saudi Arabia is doing. All who are against humanitarian rights. Yeah. Thank you very much. Ali Kamaluddin, Diwan, Strategic Institute for Development. Thank you very much. I know that Sweden is very active in that way of working against all the wars in the world. But you know also when you don't sell weapons to this country or that country, you know there is a lot of alternative ways they can buy the weapons from the black market. It will be just expensive than the normal price that we know it always. And I think also today Belgium have sold weapons to Saudi Arabia. And I'm not against that or this or this or this, but we are now together today. We just want to shake our hands together against all the violence in Yemen. And when we see our country Yemen suffering because of Sunni, Shia, because of the conflict between Saudi Arabia and Iran. Perhaps there is no conflict, but we see now there is a conflict. They are trying to solve that conflict in Yemen. We would like to see our people in Yemen live in safety. Thank you very much. I know that others also are selling arms, but we have our rules and we have to abide or comply with our own rules, really. And I think that the European Union's role in this would be to work more on the diplomacy and to work for a peaceful solution, dialogue and so on. Big influence in the region. Everybody knows it. And when they want to play the right rule in that region of the world, they can do it. Yeah. We know everybody of our people here in this cell know that. We ask everybody to find a real solution, because the war are transferred from all the countries. Begin in Iraq, transfer to Libya, Algeria, to Yemen, to Sudan. We just want to stop. I would like to see no war in our countries. I totally agree with you, and I think that if we stop selling arms or sending arms to the countries where we also want to play a role on mediation and diplomacy, then we have gained a lot. Mais il y a aussi des conflits très graves au sein du système politique de l'Arabie saoudite. Évidemment, les masses médias n'en parlent pas trop, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, le ministre de la Défense qui a déclenché la guerre du Yémen, c'est qui? C'est Mohammed bin Salman. À l'époque, il avait 29 ans. 29 ans, très jeune. Parce que l'Arabie saoudite, on l'aime ou on ne l'aime pas, a eu toujours, à part évidemment le fondateur qui a utilisé la violence armée afin de fusionner et créer son État en 1933, depuis, les rois saoudiens, ils ont toujours évité les conflits militaires.
Ils ont la diplomatie d'échec jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire pays d'échec, chercher des alliés en les finançant. Mais jamais la guerre. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a tout fait afin de ne pas avoir une armée de combat. Une armée de combat, c'est la première guerre. Se livre l'Arabie Saoudite. Depuis sa création finale en 1933. Donc, qu'est-ce qu'il veut, ce jeune qui a 29 ans? Il a des problèmes au sein de la famille royale. Tout d'abord, il y a eu un premier coup du palais. Le premier coup du palais, c'est avec l'arrivée du roi Salman en chassant le prince héritier qui est Megrem bin Abdelaziz. Megrem bin Abdelaziz a été chassé du trône, ça veut dire n'est plus prince héritier, et on l'a remplacé par qui? Par Mohamed bin Naïf, le ministre de l'Intérieur. Et puis le troisième, le vice-prince héritier, c'est Mohamed bin Salman. Deuxième coup au palais, c'est le 21 juin 2017, Mohamed bin Salman a réussi son deuxième coup de palais en chassant Mohamed bin Naïf, qui a environ 59 ans. Mohamed bin Naïf, il était contre la guerre du Yémen. Mohamed bin Naïf aussi, il était contre les hostilités avec Qatar. Donc, il y a un problème à l'intérieur de la famille royale. Il y a un jeune qui n'est pas l'aîné de son père, le roi. Non, il n'est pas l'aîné. Les aînés ont été écartés. Mais c'est le préféré de la dernière épouse du roi. C'est toujours le chou de la dernière épouse du roi, c'est lui qui a cette position. Je voudrais citer, puisque je parle des rôles des grandes puissances, du rôle des grandes puissances dans ce conflit, je voudrais citer la Russie. Il faut quand même rappeler que c'est la seule puissance du Conseil de sécurité qui a refusé de voter l'autorisation de bombarder, l'autorisation de la guerre de l'Arabie Saoudite au Yémen. C'est un point qu'il faut quand même retenir. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'Iran, bien entendu, saisit les opportunités qui se présentent, comme tout bon diplomate et stratège, de même que Poutine, en tant que stratège, sait saisir les opportunités qui se présentent pour avancer ses pions. Mais en l'occurrence, concernant l'Iran, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. L'Iran n'a pas envoyé de troupes, n'a pas envoyé de soutien militaire et a essayé d'envoyer un soutien humanitaire, mais ces bateaux ont été arrêtés à chaque fois. Je pense qu'il faut aussi répéter que le choléra, qui est maintenant un état endémique au Yémen, est une maladie qui peut d'abord se soigner, je ne suis pas médecin, mais j'ai demandé à le médecin, par l'hydratation. Alors vous imaginez, vu la situation actuelle du Yémen, avec la destruction de toutes les canalisations par les bombardements, des millions de personnes n'ont plus accès à de l'eau potable. Voyez-vous, pour lutter contre le choléra, comment voulez-vous qu'on hydrate les enfants et toutes les familles qui sont victimes de cette maladie terrible? Voilà, je vais m'arrêter sur ces conclusions. Ce que j'espère, c'est que, effectivement, cette réunion, ce colloque aura un impact et qu'il faut reconnaître quand même que c'était bien que le Parlement européen organise un colloque sur ce sujet dans son enceinte. Merci de votre attention.